Alors, on peut commencer un peu ce QCM. Bon, regardez-le. Alors, le 1, A, comme il est dans GLN, ben, X est égal à A moins 1B, où B, c'est une colonne. Donc là, c'est réduit à un vecteur. Ce n'est pas vide. Ce n'est pas un R espace vectoriel. Il aurait fallu qu'on ait B égale 0 pour que ce soit un espace vectoriel. Et ce serait l'espace vectoriel nul. Et c'est pas infini, il n'y a qu'un seul élément. Là, l'ensemble des solutions du système AX égale B, alors cette fois-ci, X c'est une matrice, et là c'est une matrice unique, c'est la matrice A-1B. Donc c'est petit a encore. Il faudrait que B soit égal à 0 pour que ce soit un R espace vectoriel. C'est pas vide, c'est pas infini. Le système AX égale B admet des solutions, alors A est inversible. Ben non, pas forcément. Vous prenez 0x égale 0, il admet des solutions. Le noyau de A égale 0, ben même contre-exemple, non. B appartient à IM de A, alors ça oui, forcément, B appartient à IM de A, ça c'est inévitable. Ça c'est imparable. A est surjectif, ben non, pas du tout, puisque encore le même contre-exemple avec 0x égale 0. C'est bien de prendre ces espèces de contre-exemples de l'extrême, ça torche tout. Déterminer les puissances de la matrice J, dont tous les coefficients sont égaux à 1. Alors, bon, ça c'est un grand classique, il faut savoir le faire. Il faut commencer par J au carré, et on se rend compte que J au carré, c'est égal à NJ. Du coup, J au cube, ça fait NJ2, donc ça fait N de J. Et par récurrence, vous avez que J puissance K, c'est N puissance K-1 J. Déterminer les puissances de la matrice ici. Peut-être un petit peu plus difficile. Bon, alors c'est un peu technique, disons. D'abord, on voit que c'est diagonal par bloc. Donc il suffit de savoir trouver les puissances de chaque bloc. D'accord? Parce que c'est diagonal par bloc. Et donc, ici, c'est l'identité plus une matrice qu'on appelle nilpotente. Donc c'est la matrice E. Alors, donc là je travaille en 2-2. Donc, c'est ce que je vais appeler la matrice E1, 2, la matrice élémentaire E1, 2. Et la matrice élémentaire E1, 2, elle est nilpotente. C'est-à-dire que si vous le regardez au carré, vous voyez avec ce qu'on avait dit au tout départ, cette relation de Chasles dans le produit des matrices élémentaires, E1, 2 au carré est égal à 0. Donc, quand vous allez faire identité plus E1, 2 puissance n, comme toute matrice commute avec l'identité, l'identité, je vous rappelle que c'est une matrice scalaire, donc ça fait que vous pouvez appliquer le binôme de Newton, et donc vous allez avoir identité plus n, I1, 2, et après tous les autres termes sont nuls. Donc ça veut dire qu'ici, vous allez avoir l'identité, vous allez avoir 1, 1, et là vous allez avoir n ici. Ensuite, il faut savoir faire pour ce bloc-là. C'est pareil, c'est le binôme de Newton. Et là, sauf que vous avez la matrice E2, 1 au lieu de la matrice E1, 2, quand vous considérez ça comme une matrice de 2. Donc ici, vous allez avoir 2 puissance n, là. Et là, vous allez avoir n facteur de 2 puissance n-1. Voilà, on fait le bilan. 1, 1, 2 puissance n, 2 puissance n, n facteur de 2 puissance n-1. Voilà les puissances, la énième puissance de n. Le reste, c'est des zéros évidents. Calculer la puissance n-1e de la matrice, ça. Alors ça, c'est très intéressant, très instructif. Savoir faire ça. Donc, vous allez vous convaincre
que quand vous allez faire au carré, bah, vous allez avoir ici les produits. Donc, ici, vous allez avoir un 2, et puis ici, que des 1. Alors, pourquoi le 2? Parce que c'est 2 fois 1. Vous allez avoir un produit qui va faire ça fois ça, et 1 fois 1 qui va se retrouver là, 1 fois 1 qui va se retrouver là. Donc ici, vous allez avoir 2 et que des 1. Alors, comment vous le faites? Bah, c'est ce que je disais au début. Quand vous avez des matrices avec plein de zéros, comme ça, plutôt que de le faire à vue en multipliant les matrices, où on risque de loucher, on risque d'être victime d'un strabisme, vaut mieux le faire en disant que cette matrice, c'est 2 fois E 1, 2, plus E 2, 3, plus E 3, 4, plus E n-1, n. Voilà. Et ensuite, vous faites les produits par récurrence, mais tranquillement, hein, en multipliant et en utilisant cette formule de multiplication, cette espèce de formule de Chasles, de multiplication des matrices élémentaires. Voilà. Et donc, vous allez avoir ici 2 et que des 1. Et ensuite, ici, bah, pareil, vous avez la même chose, 2 et que des 1, 2 et que des 1, etc. Et ici, vous allez avoir à la fin bah, juste le 2. Voilà. Donc, la réponse, c'est que la n-1e puissance, c'est que des zéros là, et juste en haut à droite, vous allez avoir un 2. Et en général, bah, si vous aviez des lettres ici, bah, ici, vous auriez à la fin le produit de toutes ces lettres. Et si on veut s'en convaincre, ben, il suffit de voir que la seule façon de multiplier ces matrices-là qu'on a vues comme étant des matrices E indice I, virgule I plus 1, et d'en multiplier n-1 entre elles, eh bien, c'est exactement le produit que l'on va faire de I égale 1, I égale 2, jusqu'à I égale n-1. C'est la seule façon de multiplier n-1 matrice. Alors, si on le fait dans l'autre sens, ou si on fait des répétitions, alors on tombera sur 0. Donc la seule façon de multiplier sans tomber sur quelque chose de nul, c'est ça. Et donc on va avoir le produit des éléments ici. Donc ça c'est instructif, ça vaut le coup, on retrouve ça de temps en temps dans le monde des matrices. Bon, ça c'est intéressant, juste parce que qu'est-ce qu'il faut faire? Faut développer A en somme de A KL fois E indice K virgule L. Et ensuite, il faut appliquer la règle de multiplication des matrices élémentaires. Voilà. Bon, je vous laisse le faire, c'est assez facile. Montrer que le sous-espace des matrices triangulaires supérieures est un supplémentaire dans Mn de R de l'espace des matrices antisymétriques. Bah, oui. L'espace des matrices triangulaires supérieures, bien, d'abord, l'intersection avec l'espace des matrices antisymétriques. Si on prend une matrice triangulaire supérieure qui est antisymétrique, donc, comme elle est triangulaire supérieure, toute la moitié inférieure est nulle, strictement inférieure, je veux dire, est nulle. Donc, la moitié strictement supérieure, puisqu'elle est antisymétrique, bah, elle est nulle aussi. Donc déjà, il n'y a plus que des diagonales. Mais comme c'est une matrice antisymétrique réelle, bah, la diagonale, elle est nulle, puisqu'elle est obligée d'être égale à son opposé. Et si vous écrivez x égale moins x, eh bien, ça vous fait 2x égale 0, donc x égale 0, parce qu'on est en caractéristiques différentes de 2. Voilà. Donc, l'intersection est nulle parce qu'on est en caractéristiques différentes de 2. En caractéristique 2, ça ne se passerait pas comme ça.
Alors maintenant, l'espace des matrices, le sous-espace des matrices triangulaires supérieures, on a vu que c'était de dimension n plus 1 sur 2. C'est facile de voir que les matrices antisymétriques, c'est de dimension n facteur de n-1 sur 2. La somme, ça fait n au carré. Donc le compte est bon. Et on a le critère d'être supplémentaire. Donc c'est bien un supplémentaire puisque l'intersection est nulle et la somme des dimensions est égale à la dimension totale de l'espace des matrices Mn de R. Voilà. Une matrice M égale MIJ est en damier si MIJ égale 0 pour tout IJ tel que J égale I plus 1 modulo 2. Alors celui-là, j'ai trouvé très rigolo, je ne connaissais pas. Montrer que l'ensemble des matrices en damier est un sous-espace vectoriel de Mn de R. Donc on fait un petit dessin pour voir que être en damier, bah, c'est de la forme, vous voyez, vous avez en haut à gauche, vous avez ce que vous voulez, mais quand vous descendez, bah, ça fait 0, forcément. Ensuite, vous descendez ce que vous voulez, ensuite ça fait 0, et vous avez comme un damier de 0 et de choses que vous pouvez prendre telles que vous le voulez. Donc, c'est évidemment un sous-espace vectoriel de Mn de R. Alors, on peut le faire comme on veut, mais moi, je le ferais peut-être par un morphisme. Hein. C'est un sous-espace vectoriel parce que c'est le noyau d'un morphisme. Et inversement, tout sous-espace vectoriel est le noyau d'un morphisme. Donc, c'est toujours intéressant de montrer qu'on a un sous-espace vectoriel en montrant qu'on a le noyau d'un morphisme. Donc, à votre matrice, bah, vous associez juste les coefficients de MIJ qui correspondent à J égale à I plus 1 modulo 2. C'est-à-dire, J et I, ça veut dire tout simplement que I et J sont de parités différentes. Voilà. Et donc, ça vous fait forcément un morphisme. Et donc, être en damier, c'est être dans le noyau, ça équivaut à être dans le noyau de ce morphisme. Sinon, vous pouvez le faire par les méthodes habituelles. Donc ça, c'est très simple. Mais ce qui est intéressant, c'est que cet ensemble est stable par produit. Parce que quand on va prendre une matrice M en damier et une matrice N en damier, ben, vous allez faire le produit. Donc vous allez appeler Mn, on va l'appeler O, hein, la matrice produit M fois N. Et bien, petit o indice IK, ça va être la somme des petits m IJ fois N JK. Donc, si I et K sont de parité différente, il faut montrer que OIK égale 0 pour montrer que O est en damier. Mais si IK, si I et K sont de parité différente, alors qu'est-ce qui reste à J? Soit J, comme il n'y a que deux parités possibles, pair et impair, soit J est de même parité que I, soit J est de même parité que K, parce qu'il n'y a que deux parités. Ce qui veut dire que soit MIJ égale 0, soit NJK égale 0. Donc dans les deux cas, MIJ fois NJK est nul. Donc la somme des M, IJ, NJK est nulle, puisque c'est la somme d'éléments nuls, et donc O et K est nul. Dès que I et K sont de parité différente. Donc O est en damier, et donc c'est stable par produit. Bon, préciser sa dimension dans le cas N pair. Donc, si vous avez compris comment c'est fait ces matrices en damier, dans le cas N pair, d'après la loi des intervalles, ben, il va y avoir autant de couples IJ avec IJ de même parité que de couples IJ avec IJ de parité différente. Donc, ça veut dire que, comme la dimension de Mn de R, c'est N2, dans le cas N pair, la dimension, ça va être N2 sur 2. Voilà, c'est pas difficile. Déterminer les matrices. Alors, on a les lambda I qui se suivent comme ça. En fait, ce qui est important, c'est qu'elles sont distinctes.
qui sont tous distincts. Bon, là, c'est clair. Donc ici, déterminer les matrices qui commutent avec diag de lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda n. Alors, bon, en fait, ça va être exactement le sous-espace des matrices diagonales. Alors, d'abord, le sous-espace des matrices diagonales commute avec cette matrice-là, ça c'est clair. Voilà. Ensuite, vous faites le produit dans un sens, dans un autre, vous allez tomber sur la même chose. Mais réciproquement, c'est un petit peu plus dur. Hein, vous avez besoin du fait que si une matrice commute avec ça, alors elle respecte ses sous-espaces propres. Mais les sous-espaces, donc il faut connaître les sous-espaces propres, évidemment, là, ici. Donc, et les sous-espaces propres de cette matrice diagonale-là, bah, c'est justement les droites engendrées par les vecteurs de la base canonique. Donc, votre matrice qui commute avec cette matrice-là doit respecter obligatoirement chaque sous-espace, chaque droite engendrée par les vecteurs de la base canonique, et donc ça c'est forcé d'être une matrice diagonale. Voilà, donc on a la réciproque. Et de la même manière, si on prend, alors ici on va avoir lambda 2, hein, il y a répétition, et là c'est distinct. Donc là les sous-espaces propres, c'est plus des droites, il y a un plan, ici, le plan engendré par E1, E2, et ensuite ce sont les droites engendrées par les EI pour I supérieur ou égal à 3. Donc, avec le même raisonnement, vous avez que les matrices qui commutent, donc bien sûr, hein, vous faites la réciproque, ça c'est facile, mais dans l'autre sens, c'est plus difficile, il faut utiliser, j'ai envie en tout cas d'utiliser la diagonalisation. Vous avez l'ensemble, je devrais dire même l'espace, des matrices, le sous-espace, des matrices qui commutent avec ça, et ben c'est le sous-espace où on va avoir une matrice diagonale bloc de 2 au départ, et ensuite que des éléments diagonaux à partir de 3. Et le reste, c'est que des zéros. Entre parenthèses, si on doit regarder ça comme un sous-espace, il va être de dimension n-2 pour chaque élément diagonal, et ici 4, parce qu'on a, un bloc matriciel de taille 2. Donc 4 plus n-2, donc vous voyez ici, c'était de dimension n, et là tout d'un coup, ça va être de dimension n-2 plus 4, donc n plus 2. Donc il y a un saut de 2. D'ailleurs, ça c'est assez intéressant. Pourquoi il y a un saut pair? Ça, c'est toute une magnifique histoire. Mais en ce qui nous concerne, on a terminé notre devoir de vacances. Ça tombe bien, parce que les vacances sont elles-mêmes terminées.